Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal préféré, la Côte Imo, accompagnée de Nicolas Panier. Bonjour Sylvain. Comment ça va Nicolas? Très bien et vous? Alors Nicolas, qui veut la peau de l'immobilier? Oui, nous sommes jeudi, on va parler politique. Qui veut la peau de l'immobilier? Absence de politique de logement, pas de visibilité finalement par le nouvel exécutif. On va attendre les résultats des législatives, bien sûr. On va parler de ce sujet-là, bien évidemment, avec nos invités. Analyse des grandes tendances politiques, le poids de la norme, on peut même parler de inflation normative, position économique des professionnels à l'égard d'un exécutif peut-être les méprise. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Et en plateau, justement, pour cette première partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau, et nous en parlerons tout à l'heure, les présidents du pôle UNIS Île-de-France et Émilie Hassler-Jousset qui était avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Nous accueillerons en deuxième partie Vincent Pavanello, qui est économiste, essayiste et directeur général de la Maison des mandataires. Vous allez voir, on va essayer d'éclairer un petit peu, si tant soit peu qu'on puisse le faire, la politique du moment. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on parle d'inflation normative, on parle de réglementation, de fiscalité, de contraintes techniques. Bref, aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier, de la fabrique de la ville, se posent toujours la question: qui veut la peau de l'immobilier en France? Est-ce que, entre mythe et réalité, on a l'impression d'avoir un exécutif qui nous méprise peut-être, ou qui méprise tout simplement la propriété? Est-ce que notre président de la République aime la propriété, aime les propriétaires? Quel rôle jouent encore les professionnels, les intermédiaires, toute la filière métier, qu'ils soient agents immobiliers, administrateurs de biens ou syndic de copropriété ou bien promoteurs? C'est bien là le sujet du jour. Et dans un contexte de mal logement, comment une vraie vision politique, Nicolas, peut aujourd'hui changer le paysage du jour? Et voilà, pour parler de cette première émission justement avec cette idée politique, Nicolas, nous recevons une présidente de syndicat. Exactement, et on lui posera une première question tout de suite dans Politique Imo. Bonjour Émilie Hassler-Jousset, rebonjour, on s'est déjà dit bonjour dans le sommaire. Vous êtes présidente de l'UNIS Île-de-France. L'UNIS, pour simplifier, c'est l'organisation des professionnels de l'immobilier. Alors il y a un sujet effectivement sur la position du logement au sein du gouvernement, on va l'aborder, mais c'est pas la première question que j'ai envie de vous poser. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est l'évolution normative qu'on observe sur l'ensemble des métiers liés à l'immobilier, que ce soit agent immobilier, que ce soit syndic de copropriété, sans parler des propriétaires. Alors c'est pas des professionnels de l'immobilier, mais ils sont rarement oubliés quand il s'agit de normater, mais en tout cas de réglementer le sujet. Et on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que le secteur de l'immobilier était un western il y a 10 ans, ou parce que d'un coup d'un seul, le gouvernement a décidé de réglementer, voire surréglementer le secteur? Comment est-ce que vous le voyez, et est-ce qu'on a un début d'explication à comprendre pourquoi il y a autant de normes aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier? Alors, tout d'abord, l'UNIS, c'est la réunion de tous les professionnels de l'immobilier, de toute la chaîne, agents immobiliers, mandataires, syndics, gestionnaires de biens et promoteurs rénovateurs. Donc, avec tous ces professionnels réunis en son sein, on avait déjà lancé, je vais vous faire peur, mais il y a 10 ans, une manifestation sur la place au niveau des Invalides. Et le leitmotiv, c'était « Stop à la folie réglementaire ». Et c'était il y a 10 ans. Donc, si vous voulez, pour nous, l'inflation législative ou normative, on l'appelle comme on veut, elle est constante. Depuis toujours. Depuis toujours, l'exécutif de droite, de gauche, peu importe, a toujours cru qu'une loi allait résoudre le problème du logement en France. Le premier problème du logement en France, c'est le problème de nombre de logements, puisqu'en fait, on manque de logements en France. Toutes les lois qui ont été passées, on va dire depuis 20 ans, 30 ans, en tout cas pour la période pour laquelle j'ai exercé, on va s'arrêter à 20 ans, ça me suffit, n'ont jamais résolu ce problème-là. On s'est attaqué au mode de gestion. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Le problème, c'est que tous les 3 mois, on a un nouvel arrêt, un nouveau décret, une nouvelle loi qui nous met en situation de devoir expliquer à nos clients et donc aux copropriétaires, aux bailleurs et aux partenaires les modifications qu'il va falloir apporter dans le mode de gestion de leurs biens. Donc il n'y a pas de visibilité, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a une gestion court terme, en tout cas une réglementation court terme du sujet. Rien que fiscalement. On a la loi du budget qui est votée au mois de décembre, on doit l'appliquer en catastrophe au mois de janvier pour les déclarations d'impôts dans l'année.
Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, 1er janvier, tous mes clients nous demandent la déclaration d'impôt des revenus fonciers et on ne peut pas leur produire tout de suite puisqu'on attend les modifications. Donc en fait, alors ça, c'est de voir le petit bout de la lorgnette, mais c'est beaucoup plus général. Donc on a un vrai problème de compréhension de l'exécutif en général et de nos politiques qui ne sont pas issus du monde de l'immobilier et qui ne voient pas les enjeux plus généraux qu'on a. Et en fait, comme tout secteur d'activité, l'immobilier a besoin de stabilité. On a besoin de normes qui sont édictées une bonne fois pour toutes. On se met d'accord. On a fait évidemment des tonnes de propositions. Je vous ai apporté encore 2 livres blancs qu'on a présentés dans le cadre des campagnes actuelles. C'est pas les idées qui manquent de simplification, de permettre. Enfin, aujourd'hui, on a un code, il est comme ça. Alors justement. Qui s'empile, ça veut dire qu'une loi n'en chasse pas une autre. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est bon. C'est notre système français. On empile, on empile, on empile. Inflation. C'est pour ça qu'on voulait un ministère de l'habitat. Alors, inflation. On a porté. On va en parler justement. Inflation réglementaire, inflation normative, mais aussi inflation dans la façon de contrôler vos métiers. Limite de tarifer vos prestations. C'est une grande tentation de l'exécutif, mais ça date pas d'hier. En 1970, il y a une loi qui légifère sur la réglementation de l'exercice normal de votre activité. Ouais, c'est la loi. Donc la normalité de votre activité, c'est ce qu'on appelle les conditions de capacité. C'est la loi Hoguet qui a été adoptée en 1970. Depuis, elle a été largement amendée, enrichie. Elle a fait évoluer le métier de syndic, elle a fait évoluer le métier d'administrateur de biens. Elle a donc, par exemple, réglé les problèmes des fonds mandants en instaurant un compte par copropriété, en gérant une représentation des fonds beaucoup plus fine, parce qu'effectivement, il y avait eu, il faut le dire, quelques abus et quelques légèretés dans... Mais vous parlez d'abus, on a, par la dernière loi qui a été faite, dû instaurer, enfin qui a été votée, un comité de contrôle de certaines mauvaises pratiques. Mais qui n'a jamais vu le jour. Exactement, on attend toujours. Alors, justement, et pourtant, nous, professionnels, représentant nos confrères et consoeurs au sein de l'UNIS et des autres syndicats professionnels, on appelle de nos voeux la création de cette commission. Alors, les syndicats aujourd'hui, à l'instar de ce qui s'est passé et qui a vraiment cristallisé votre profession, je pense à la loi Duflot, la fameuse loi Allure, qui a été revue et corrigée par Emmanuel Cos, on atténue un peu. Cécile Duflot a été la ministre du Logement qui a cristallisé autant d'animosité rarement atteinte dans un secteur d'activité. Vous confirmez ? Oui, parce qu'en fait, il y avait une Et pourtant, elle vous a rendu service. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire après. C'est-à-dire que la négociation avec elle a été houleuse, très compliquée. Moi, j'ai souvent envie de dire que c'est une question de personne aussi, et de mode de communication. C'était assez agressif. Donc, les professionnels de l'époque, qui étaient à ma place à l'époque, la négociation était très tendue, très dure. Quelques années plus tard, on se rend compte que nos collaborateurs, nos cabinets, ils ont avalé, digéré. Ils l'ont même fait comprendre à nos clients. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est digéré, accepté, mais elle est appliquée et elle est bien appliquée, cette loi. Le problème, c'est toujours le même. Le problème, c'est la façon dont c'est fait, en fait. Vous disiez en introduction, on va parler de l'absence de ministre du Logement. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des ministres aujourd'hui qui ne connaissent pas le domaine, Pourquoi il y a une absence ? Pourquoi, depuis 40 ans, à part 2 grands ministres du Logement, qui étaient Pierre-André Périssol et Jean-Louis Borloo, pourquoi vous avez un exécutif, parce que ça date pas, c'est pas uniquement le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais c'était le cas sous François Hollande, ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy, peut-être un peu moins, mais ça a quand même été le cas, une absence totale de prise en compte du premier dépense des Français. Moi, je pense qu'en fait, nos politiques... Ils en ont peur, c'est trop complexe, c'est quoi ? Oui, il y a une question de complexité, mais il y a une question qu'eux sont dans des classes favorisées et que c'est pas un domaine qui les touche personnellement. Ils n'ont pas de problème pour se loger, nos hommes politiques. Et ils n'en ont jamais eu. Donc en fait, on se rend compte... Il faut avoir besoin de se loger pour comprendre effectivement le problème du logement. Je pense que si on n'est pas tous les jours, comme le sont nos collaborateurs, dans des immeubles avec des gens qui ont des vrais problèmes, des vraies problématiques d'humidité, de mauvais entretien, en fait, on est les médecins avec les architectes et le bâtiment de nos bâtiments anciens. Et en région parisienne encore plus, puisqu'on a un parc qui est plus vieillissant avec l'haussmannien. Justement. Et donc en fait, si on n'est pas confronté à cette réalité, à ces difficultés, en fait, on ne se rend pas compte que c'est hyper important pour les Français. Moi, je trouve que rien que de savoir que c'est le premier centre de coût
de chaque famille française, ça me paraît aberrant qu'on n'ait pas un ministre digne de ce nom et qu'il n'y ait pas des hommes politiques qui se saisissent de ce domaine et qui bossent le sujet et qui travaillent. Parce que dans vos recommandations, d'ailleurs, si je permettez, je vais prendre votre feuillet pour le montrer. L'anti-sèche. Pour le montrer. Je commence à la connaître par cœur. Alors, pour le montrer à la caméra, c'est voilà, vous avez ici toutes les recommandations que vous avez faites. Je crois que c'est 14 demandes, il me semble, 14 recommandations. Dans ces 14 recommandations, où il y en a une qui quand même nous a pas échappé, c'est le fait que vous demandez un ministère du logement, mais qui n'est pas n'importe lequel. Vous demandez un ministère régalien de plein exercice. On veut un ministère de l'habitat régalien, parce qu'aujourd'hui, on est divisé entre la chancellerie pour la partie de la loi Hoguet dont vous parliez tout à l'heure. Avec Bercy pour le budget. Qui nous réglemente nos professions, donc contrat de syndic, etc. On a Bercy pour le côté fiscal dont je parlais tout à l'heure. C'est hyper important parce que l'immobilier, c'est quand même 13% des revenus du PIB. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est un domaine où les gens qui investissent rapportent de l'argent à l'État qui permet de financer les autres actions de l'État. Donc, c'est quand même sensible. C'est-à-dire que les Français sont autant amoureux de leur logement que de l'immobilier en général pour investir et pour loger d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on veut un ministère régalien. Parce qu'en fait, avec le logement et toute la partie travaux, qui est aujourd'hui juste le petit bout de la lorgnette qui est uniquement vu par le dernier quinquennat, nous, on pense qu'il faut voir ça dans une globalité de façon à ce que tous les aspects importants de ces investissements soient pris en compte, de la partie financement, exercice du métier, réalisation de l'achat, vente, gestion, jusqu'à la revente derrière et le côté fiscal. Et la transmission, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est quand même les premiers biens qu'on transmet à ses enfants ou à ses petits-enfants. Et justement, Emmanuel Macron avait annoncé un peu maladroitement qu'il voulait mettre un terme aux situations de rente ou aux rentes de situation. Vous voyez le lapsus. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'on n'est plus dans ce schéma de rente de situation. Ça a pu être le cas dans une certaine époque. On serait plus dans un mouvement entrepreneurial. Moi, je pense qu'un bailleur, et je le vois, enfin on le voit tous dans l'exercice, quand on fait les comptes en fait à l'année de nos clients, un bailleur, il a non seulement un rôle social parce qu'il loge une famille, et surtout, pour lui, certes, il va, entre guillemets, gagner de l'argent, mais in fine, en région parisienne, on est sur des rendements à 2-3%. Donc, on ne peut pas dire que c'est le placement du siècle. Je pense que M. Macron a mieux placé son argent chez Rothschild qu'à 2 ou 3%. Voilà. Donc, j'espère pour lui. Allez, voilà. oui, ça n'engage que vous. Donc, j'espère pour lui. Et donc, du coup, je trouve que ce que veulent en fait les investisseurs pour l'immobilier, c'est non seulement d'avoir quelque chose de tangible, ça c'est très important en fait. Ils se disent au cas où c'est un toit au-dessus de ma tête s'il m'arrive quelque chose. Donc si ça me rapporte un peu ou si ça me paye les charges, tant pis si la rentabilité n'est pas très bonne, au moins j'aurai quelque chose à revendre derrière, voire à transmettre à ma famille ou à mes proches. Donc c'est ça en fait que n'a pas compris l'exécutif. Alors justement, une dernière question là-dessus. Moi j'ai été assez frappé quand j'ai regardé le débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Le seul moment où on a parlé logement, c'était présenté comme problème et solution à une autre question qui n'avait été très peu abordée dans la présidentielle, qui était l'écologie. Et donc là on se dit mais est-ce que c'est vraiment le seul moyen de voir le logement et l'immobilier aujourd'hui en France? Enfin j'imagine que ça a dû vous faire hurler d'entendre une réponse pareille. Alors, je pense que c'est Jean-Michel Jancovici qui répondrait bien mieux que moi. Oui. Il a fait un très bon livre, et il en a même fait une BD très, très bien faite avec les pourcentages de qui émet le plus de gaz à effet de serre ou pollue le plus. Le bâtiment, c'est moins de 10%. Donc, il faut être clair avec les chiffres qu'on veut utiliser ou faire passer. C'est-à-dire qu'il y a un problème à régler, mais c'est peut-être pas forcément la première des priorités quand on parle d'écologie, c'est ça? Oui, exactement. Mais surtout, c'est plus facile d'agir sur les dépenses énergétiques de nos bâtiments anciens qu'il faudra rénover de toute façon, que sur les usines dans le monde entier qui polluent et sur lesquelles on n'a pas d'impact, nous, Français. Et est-ce que c'est pas aussi parce que c'est plus facile de taper sur des propriétaires? Et bien sûr, les propriétaires, ils sont pieds et poings liés avec leur investissement. La loi climat, c'est pas délocalisable. Même. On a déjà, nous, mis en branle toutes les formations nécessaires à tous nos adhérents pour que la loi climat soit respectée, parce qu'en fait, on est des bons petits soldats, nous. On a une nouvelle loi, on se forme, on l'applique et on la fait appliquer à nos clients. Donc, on ne va pas avoir le choix.
On le voit déjà depuis 6 mois, tous les diagnostics qui sont faits et qui sont mauvais ont un impact sur le prix direct. Il y a déjà un petit ralentissement à Paris qui est pour l'instant imperceptible, mais qui va être une lame de fond sur tous les logements qui sont mal classés en F et en G. Donc ça a un impact financier et on se dit, les bailleurs paieront. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le démarrage de l'application de cette loi, il est très ralenti. Je crois qu'il y a 13 000 dossiers qui ont été faits. C'est ridicule. Parce qu'en fait, c'est une moyenne quand même de 20 000 euros par logement. Je ne sais pas si tout le monde a 20 000 euros sur son compte en banque pour faire les travaux. Il y a encore beaucoup de questions qu'on voudrait vous poser, Émilie Assler-Joussez, mais c'est malheureusement la fin de cette interview. Mais on abordera les autres sujets une prochaine fois. Qui veut la peau de l'immobilier, partie 2, partie 3, partie 4. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNIS Île-de-France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo. De retour dans la Côte Immo et nous sommes à présent dans l'Expert Immo avec vous toujours Sylvain Lévy-Valency. On se demande actuellement qui veut la peau de l'immobilier dans une émission consacrée à la politique de l'immobilier, aux politiques du logement. Et on commence avec le chiffre du jour, Sylvain. Oui, tout à fait, Nicolas. Alors, le chiffre du jour, c'est plutôt un nombre d'heures, si vous permettez. Bien sûr. Ça serait plutôt 42 heures. 42 heures, c'est le nombre d'heures obligatoires à réaliser sur les 3 dernières années, inscrit dans la loi Elan. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé, quand vous êtes professionnel de l'immobilier, si vous voulez avoir le renouvellement de votre carte professionnelle, de faire une moyenne de 42 heures ou 14 heures par année. À défaut, comme je le disais tout à l'heure, cette carte professionnelle ne sera pas renouvelée et donc ça place le professionnel dans l'incapacité d'exercer sa profession. L'objectif est de renforcer de manière très forte le niveau de formation continue des professionnels de l'immobilier. On ne va pas s'en plaindre. Un chiffre du jour qui fait la transition entre la première et la deuxième interview de cette émission de la Côte Immo, puisque on va se demander ensemble, Sylvain, si les politiques se sont donnés pour mission de tuer l'immobilier avec des règles ou des normes. Enfin bon, en tout cas, on peut légitimement se poser la question. Je crois que vous posez d'ailleurs la question à chaque émission. Hein. Oui. Veulent-ils orienter leurs investissements sur des actions ou autres? Enfin, la complexité des métiers fait-elle peur aux politiques, ou en tout cas fustiger l'immobilier, est-ce la solution facile lorsque l'on est politique? C'est une question qu'on va vous poser. Vincent Pavanello, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de la Côte Immo. Vous êtes économiste, vous êtes essayiste et vous êtes également DG de la Maison des Mandataires. Première chose qu'on a envie de vous demander, ce sujet, l'immobilier fait d'un côté beaucoup j'ai envie de dire réglementé quand on est politique, mais finalement assez peu parlé dernièrement. J'ai envie de dire, on parle d'immobilier du fait de l'absence d'immobilier au gouvernement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation ? On ne peut pas l'expliquer. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on réagit à cette situation ? Si vous pouvez l'expliquer, ça serait bien. Je dois bien reconnaître qu'on n'arrive pas, nous les professionnels du secteur, à l'expliquer. Et surtout, en fait, j'ai envie de vous poser la question autrement, est-ce que c'est entendable si on prend la base des besoins de la pyramide de Maslow, dormir et se loger fait quand même partie des premiers. Quand un gouvernement administre une nation, est-ce qu'on peut entendre effectivement que l'immobilier ou le logement soit relégué au sein d'un autre ministère ? Je dirais, c'est logique, je vais expliquer pourquoi, dans la logique macronienne, et 2, c'est inquiétant et c'est potentiellement très grave à court terme, à moyen terme. C'est logique parce qu'on a un président de la République qui, en 2017, n'a pas fait campagne sur le logement, n'a quasiment pas parlé du logement, qui pendant 5 ans, hormis quelques réformes techniques, en réalité très peu fait pour le logement. Il a fallu attendre la toute fin du quinquennat et la commission Rebsamen pour avoir des vraies réponses à la crise du logement neuf. Tant mieux qu'on les ait eues, mais on les a eues très tard, et on les a eues trop tard, je pense, et on va le payer pendant quelques années. Et puis on a un président de la République qui repartait en campagne, qui n'a pas une nouvelle fois parlé de logement. Donc on ne peut pas trop s'étonner maintenant que le logement ne soit pas à l'agenda du quinquennat, puisque tout nous laissait à penser que ce serait malheureusement le cas. Bon, ça c'est pourquoi c'est logique et comment on peut le comprendre. Maintenant, pourquoi c'est grave et pourquoi c'est inquiétant ? Moi, je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Et qu'il ne faut pas tout attendre de l'exécutif. Moi, j'allais vous dire, il ne faut peut-être pas tout attendre du président de la République non plus. Il y a quand même une Assemblée nationale, il y a des ministres, il y a un gouvernement. Alors effectivement, mais bon, on aurait pu avoir d'autres professionnels qui auraient pris ce sujet à bras-le-corps. Non, mais moi, je suis plutôt libéral philosophiquement et économiquement encore plus. Et donc, je n'attends pas tout de l'État. Et je sais que la réponse à la plupart des problèmes du pays ne viendra pas de l'État ou de la puissance publique au sens large. En revanche, l'État a une légitimité à agir quand il y a ce qu'on appelle, pardon d'utiliser un langage un peu d'économiste, des externalités négatives. C'est-à-dire qu'il y a des agents économiques, entreprises, citoyens, collectivités locales, qui prennent des décisions
dont ils ne supportent pas les effets négatifs. Et le meilleur exemple de ça, je pense que tout le monde l'a bien vu aux dernières élections municipales, les habitants de Nantes, de Bordeaux, de Lyon et en fait de toutes les grandes métropoles dynamiques ont voté pour des candidats qui leur promettaient, qui leur proposaient un arrêt quasiment radical de la construction. Mais c'est facile pour ces gens-là qui habitent déjà dans les métropoles, puisque qui va supporter les effets de la non-construction ? Les gens qui auraient aimé venir dans cette métropole. Et donc l'externalité négative, elle est assez claire dans ce cas-là. Les gens votent et les conséquences sont subies par les gens qui aimeraient bien aller vivre à Lyon, mais qu'il n'y a pas de logement pour eux. Ils aimeraient bien que leurs enfants aient étudié à Bordeaux, mais il n'y a pas de logement pour eux. Et dans ce cas précis, c'est aux politiques d'intervenir. C'est à l'État de dire j'identifie que dans tel et tel territoire, l'intérêt général n'est pas défendu, on défend des intérêts particuliers de gens qui habitent déjà ici, des insiders, pour reprendre le langage macronien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est étonnant qu'ils n'aillent pas sur ce terrain, parce que normalement c'est dans sa philosophie politique. Et donc, moi, État, j'interviens pour défendre l'intérêt du pauvre gamin qui a eu la malchance de naître à Mont-Marsan et pas à Bordeaux, mais qui aimerait bien aller étudier à Bordeaux. Mais Vincent Pavanello, justement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les grandes métropoles ont élu des maires. D'abord, ils les ont élus sur des scores et des scrutins dont on a rarement vu des scores aussi bas en termes d'engagement de vote. Donc le problème, si on devait l'identifier ou aller au bout de l'analyse, si vous permettez, c'est de dire qu'on a un système de représentation de gouvernement qui est proche d'une certaine forme oligarchique, dans la mesure où on a très peu de personnes qui finalement votent. Donc le problème, j'allais dire, de la prise en compte des politiques publiques par les habitants eux-mêmes, par les citoyens, elle est réelle. Vous avez raison quand vous dites qu'effectivement, ce sont les mêmes personnes qui disent finalement pas de tour en face de chez moi, ou qui vont aller hurler à la mort parce que leurs gamins ne trouvent pas de logement. Par exemple, je prends un exemple. On a identifié des cas de jeunes à La Rochelle qui ont carrément changé d'école parce qu'ils n'arrivaient pas à se loger tout simplement à La Rochelle. Alors, rappelez-vous, avec Robin Rivaton, vous avez écrit un livre il y a une petite dizaine d'années, je crois, un peu moins, dans lequel vous dites deux choses. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce qu'il faut quand même s'identifier aussi et essayer d'analyser pourquoi l'immobilier en est là aujourd'hui, notamment les corps intermédiaires. Vous avez écrit, je vous retranscris dans l'idée, on est passé d'une rente de situation, que dans les années 2000, à un schéma entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous fait dire en fait qu'on a basculé, que c'est devenu finalement une économie réelle, une économie productive plutôt qu'un système qui se transmettait les biens de génération en génération? Parce que dans votre livre, c'est ce qu'on voit. On voit une césure à partir des années 2000 dans laquelle on voit que l'immobilier est devenu un immobilier d'entrepreneur. Il y a deux raisons qui nous ont poussé à porter ce discours. D'abord, une réaction à ce qu'avait été l'approche macronienne du logement en 2017, c'est-à-dire vu comme un secteur de rentier. Et nous, notre regard sur cette question-là, ça avait été de dire il n'y a pas plus de rentiers dans ce secteur que dans d'autres. Il y a évidemment des situations de rente. Je crois en avoir cité une juste avant. Parce que le cas des gens qui habitent déjà dans les métropoles et qui votent contre l'accueil des nouveaux habitants, c'est la rente de situation la plus terrible qui existe. C'est le refus de l'émancipation la plus terrible. C'est l'assignation à domicile pour les gens qui n'habitent pas et qui ne naissent pas dans les métropoles, la plus violente qu'on ait sur le territoire. Mais donc on a une rente parce là. Que accepter des nouveaux immeubles à côté de chez soi, ça fait baisser le prix de son propre bien immobilier. C'est donc une rente qu'on essaie de défendre. Mais complètement. Je comprends le raisonnement de l'agent économique individuel. Peut-être même aurais-je le même quand je serais propriétaire. C'est juste que quand l'État a face à lui des comportements qui sont manifestement des comportements de rente, il doit lutter contre. Donc, à l'époque, il avait pris ce secteur comme un secteur qui était uniquement mu par la rente. Et nous, on avait dit quand non. vous dites lutter contre, c'est-à-dire que contre l'acceptabilité même des citoyens. Non, mais il faut simplement qu'à un moment donné, l'État défende aussi l'intérêt, qui me semble être pas loin de l'intérêt général, des gens qui n'habitent pas dans les métropoles et qui aimeraient y aller. Bien sûr. Voilà, et qui aimeraient être mieux logés. Et de l'infirmière qui aimerait bien faire une demi-heure de transport en commun et pas 1h30 tous les matins et tous les soirs pour aller soigner nos anciens. Très juste. Et je vois pas pourquoi son intérêt à elle, il serait moins bien défendu que l'intérêt, encore une fois, de la famille qui a eu la chance, ou de l'enfant qui a eu la chance de naître mais là, de façon déjà au cœur de Paris. De façon sous-jacente, vous évoquez l'aménagement du territoire. C'est une question d'aménagement du territoire, évidemment. Mais en tout cas, une réponse à ça. Donc nous, on avait voulu en 2017 dire, attendez, dans ce secteur, il n'y a pas que des rentiers, il y a aussi plein d'entrepreneurs. Et on avait voulu les mettre en avant. Et deuxième chose, c'était un des messages du livre, c'était de dire que le secteur immobilier, comme les autres secteurs de l'économie, n'était pas à l'abri d'une vague de disruption qui a eu lieu depuis. Et donc, si ce secteur est il ne peut pas être à la fois disrupté et puis terrain de jeu favori des rentiers. Là, il y a un truc qui ne marche pas. Et donc, on avait dit simplement, c'est un secteur normal où il y a quelques zones de rente qu'il faut certainement corriger. Et puis, il y a aussi plein d'entrepreneurs, plein de grands professionnels qui font leur métier et qui méritent autre chose que le mépris qu'on a eu au début. Avant de céder la parole à Nicolas, je voudrais juste vous poser une question sur
Vous les connaissez bien, les politiques. Je sais que vous avez pas mal grenouillé dans les ministères, rencontré des personnes. Vous avez un grand réseau et vous n'avez pas 30 ans. Donc, comme quoi, finalement, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vincent Pavanello, comment vous expliquez? On ne peut pas dire que c'est une absence d'intelligence de la part de l'exécutif. Il n'ignore pas qu'il y a pratiquement 12 millions de personnes mal logées en France, dont 2,5 millions dans l'état de précarité. Ça, il n'ignore pas non plus. Je pense pas. Il n'ignore pas non plus que tout le monde n'a pas papa, maman pour se porter garant ou donner des apports lorsqu'on est primo-accédant, que parfois, c'est la croix et bannière. Ils n'ont pas non plus ignoré qu'on accède de plus en plus tard à la propriété, qui est quand même pour sa retraite un verrou de sécurité quand même important. Comment vous expliquez un tel mépris ? Je pense qu'il y a 2 raisons qui l'expliquent. La première, c'est que un des enjeux et une des difficultés de notre secteur, c'est que les politiques publiques en matière de logement produisent des effets à long terme. À moyen terme, dans le meilleur des cas, mais souvent à long terme. Et une politique de relance de la construction neuve, c'est pas à vous que je vais la prendre, elle va produire ses effets à 3, 4 ou 5 ans. Pour autant, ce sont des effets qui sont assez prévisibles. C'est que le marché du logement est un marché relativement simple. Quand vous augmentez l'offre, vous baissez les prix, quoi. Il n'y a pas tellement de... Enfin, toute chose égale par ailleurs. Donc, c'est un marché qui est relativement simple. Donc, première raison, c'est plutôt du long terme. Et on sait que le politique, il n'est pas très à l'aise avec le long terme. Il est de moins en moins à l'aise avec le long terme depuis le début de la crise sanitaire où on gouverne à 1 mois, 2 mois, 3 mois de prévision et on n'arrive pas à aller au-delà. Donc faire une politique du logement ambitieuse à horizon 3 ou 5 ans, on a du mal à le faire, mais pourtant il faudrait le faire. Première raison. Pourtant, un mandat présidentiel, ça dure 5 ans, donc on pourrait en fait voir en fin de mandat les effets du début de décision prise en début du mandat. Surtout que la personne qui est en charge sera restée 10 ans au pouvoir et on pourrait même dire 15 ans puisqu'il était là dès 2012. Mais là, pour le coup, cet horizon 3 à 5 ans, je suis d'accord, mais bien sûr. C'est globalement ce que dit Pascal Boulanger, le président de l'AFPI, c'est qu'il y a un stock à reconstituer aujourd'hui de logements neufs pour justement loger les Français et que ça prendrait pas tant de temps que ça. Ça prend un mandat présidentiel en fait de reconstituer les stocks. Ah mais c'est faisable sur un mandat présidentiel. Mais c'est pour ça que je dis la première raison, c'est que c'est un peu plus long terme que des politiques, par exemple le bouclier tarifaire, qui est la réponse de pouvoir d'achat de court terme la plus facile à faire. Hein. D'ailleurs, je vous informe que c'est avec votre argent qu'on le fait, si vous n'en étiez pas rendu compte. Mais le bouclier tarifaire, c'est l'argent des contribuables qui le finance. Alors que la vraie mesure de pouvoir d'achat, à moyen terme, et je ne dis pas qu'il faut faire celle-là au détriment de celle du court terme, je dis qu'il faut faire les deux, c'est une politique du logement ambitieuse. Et la deuxième raison pour laquelle, à mon avis, on n'arrive pas à mener des politiques publiques du logement ambitieuses, c'est qu'elles sont parfois impopulaires. Puisque, comme toujours, on va entendre ceux qui ne sont pas contents. Effectivement, l'habitant de la grande métropole qui ne veut pas une tour ou un immeuble en face de chez lui, on va l'entendre très fort. Il va faire des recours, la justice va être de son côté dans la majorité des cas. Et malheureusement, on entend moins les gagnants parce que c'est plus diffus. Mais encore une fois, je reprends l'exemple de cet étudiant. Voilà, vous êtes étudiant à Saint-Etienne, vous aimeriez aller étudier plus tard à Lyon, et puis on vous dit toute la journée que les loyers sont insupportables à Lyon, que c'est 800 € le studio. Bah, vous renoncez à vos études. Et donc, une politique de logement, c'est pour dire à ces jeunes-là, vous avez toute votre place dans les métropoles dynamiques, pleines d'opportunités, tolérantes, vivantes, dynamiques. Donc, c'est aussi donc il faut accepter le long terme et il faut accepter peut-être un bras de fer, en tout cas un discours de vérité auprès à la fois des élus locaux, mais les élus locaux, même s'ils ont été mal élus, c'est ce que tu disais Sylvain, ils ont quand même été élus, donc aussi un bras de fer auprès de certains de leurs administrés. Mais les Français, ils ont du bon sens, ils sont intelligents. Je suis sûr que si on leur explique correctement et qu'on leur explique que c'est dans l'intérêt de leurs enfants, de leurs cousins, de leur entourage, potentiellement d'eux-mêmes, ils sont prêts à signer ce New Deal du logement. Merci Vincent Pavanello, donc économiste et essayiste, mais également directeur général de la Maison des Mandataires. Et Sylvain, c'est la fin de ce nouveau numéro de la Cote Imo et on vous donne rendez-vous demain, toujours sur Bismart et Radio Imo.